Nous sommes au sud-est de la Turquie, à la frontière syrienne. Ce matin, plusieurs milliers de Syriens attendent désespérément derrière ces grilles. Ils fuient l'État islamique. Ils viennent d'apprendre que la Turquie doit exceptionnellement ouvrir un cordon sanitaire. Face à l'affluence, l'armée turque est débordée. Elle tente malgré tout de canaliser les migrants. Elle tient aussi à distance les Syriens qui ont déjà fui et qui espèrent apercevoir un proche dans la foule. Mon fils est juste là, il me fait signe de loin, il me dit qu'il a soif. Mais moi je ne peux rien faire pour lui. Il n'y a personne pour l'aider. Ce poste frontière improvisé n'est qu'à quelques mètres d'un territoire aux mains des djihadistes. En signe de provocation, les islamistes paradent sur les motos abandonnées par les fuyards. Ce réfugié syrien connaît bien ce manège. Les djihadistes sont cachés derrière ces voitures laissées par les familles. Là-bas, ils filtrent. Ils empêchent les jeunes garçons de fuir. Ils veulent en faire des soldats. Du coup, parmi ceux qui attendent de passer la frontière, il y a surtout des enfants et des femmes. Toutes portent encore la tenue noire. Les femmes portent le voile intégral. C'est Daesh qui leur impose. Mais dès qu'elles traversent la frontière, elles vont vite se débarrasser de cette tenue imposée par Daesh. De l'autre côté des barbelés, en Turquie, le contraste est saisissant. Ici, les habits sont à nouveau de couleurs chatoyantes. Les rescapés ne sont pas autorisés à rejoindre tout de suite leurs proches. Les autorités turques les conduisent d'abord vers un centre médical pour des analyses. Un peu plus tard, nous retrouvons une de ces familles. Le mari, sa femme et leurs 3 enfants vivaient dans un village tenu par Daesh, à 30 km de la frontière. Leur quotidien était régi par la charia des djihadistes. Pour la première fois depuis 2 ans, devant notre caméra, Hanan va enfin dévoiler son visage. Ma femme devait porter le voile intégral. Si elle ne le portait pas correctement, moi, son mari, je devais lui donner 40 coups de fouet. Et si je la frappais pas de toutes mes forces, c'est moi qu'on fouettait pour m'inciter à la frapper le plus fort possible. Et sa fille de 6 ans était soumise à la même sévérité vestimentaire. Ma fille n'avait même pas le droit de sortir dans la rue avec un t-shirt ou un short. Les manches relevées comme ça, c'était interdit. Sinon, c'était moi, son père, qui était puni. Une fois, ils ont même voulu me la retirer parce qu'elle est sortie les bras nus. C'était interdit. Mais c'est juste une gamine. Dans sa fuite, la famille n'a pu emporter que quelques effets personnels dans un simple sac en plastique. Je n'ai pas de quoi acheter du lait. Tout le monde est contre nous. D'un côté Daesh, de l'autre Bachar. Ma fille n'a pas mérité ça, mon bébé non plus. À compter d'aujourd'hui, Hanan et sa famille deviennent des réfugiés, comme les 5 millions d'Irakiens et de Syriens qui ont déjà fui le régime de Bachar al-Assad et l'État islamique. Un État qui occupe une région vaste comme la Grande-Bretagne, entre la Syrie et l'Irak. Un territoire à feu et à sang, où 60 000 personnes sont déjà mortes. Les hommes qui résistent aux djihadistes sont exécutés. Daesh est juste là. Leurs veuves et leurs filles kidnappées et violées. Ça nous fait terriblement mal ce qu'elles subissent. Ikhlas, 16 ans, a miraculeusement réussi à fuir ses ravisseurs. Son bourreau a abusé d'elle pendant 9 mois. J'ai été violée. Ces histoires de femmes me touchent. Les garçons qui sont capturés sont endoctrinés et enrôlés de force. Les lionceaux de Daesh apprennent à tuer pour constituer l'armée de demain et même à devenir des kamikazes. Rageb a été enlevé à l'âge de 13 ans et forcé à prendre les armes. Notre instructeur avait toujours un bâton dans les mains. Il frappait tous ceux qui n'y arrivaient pas. Certains d'entre eux sont encore plus jeunes, ils n'ont pas 5 ans. Ces femmes et ces enfants sont le plus souvent des Yazidis, une population minoritaire d'Irak qui n'est pas musulmane et que Daesh a appelé à exterminer.
7 de mes filles sont toujours prisonnières. Aujourd'hui, une poignée de femmes yazidis a pris les armes pour affronter Daesh. Si on ne se bat pas dans ces montagnes, on va subir le pire. Au Kurdistan, un homme est chargé d'exfiltrer les femmes et les enfants yazidis qui sont otages. Discrètement, il négocie leur libération contre rançon. Je ne parle jamais d'argent. Voici l'incroyable histoire des rescapés de l'enfer de Daesh. Direction le nord du Kurdistan irakien, à 52 km de Mossoul, la capitale de l'État islamique en Irak. Il est 21h. Une femme attend désespérément une voiture dans la nuit. Cela fait 9 mois que Jihan n'a plus aucune nouvelle de sa fille, esclave d'un djihadiste. Je suis impatiente de la voir. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce rester là-bas. Mon fils, mes 2 frères, mes cousins. Je pense à tous ceux qui sont encore entre les mains de Daesh. J'aimerais tellement que tout le monde revienne sain et sauf. Sa fille Nesrine vient d'être libérée. La voiture qui la transporte arrive enfin. Nisrine retrouve quelques-uns de ses proches, essentiellement des femmes. La joie de sa libération est de courte durée. Elle apprend que la plupart des hommes de la famille ont disparu. Ils ont sans doute été exécutés. Lorsque les djihadistes sont arrivés dans leur village, ils ont séparé les familles, les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Lorsqu'ils ont kidnappé ma fille, ils l'ont traînée au sol, sur le dos. Ils me l'ont arrachée des mains. Les hommes de Daesh l'ont frappée pour l'obliger à monter dans la voiture. Elle n'a pas eu le temps de réaliser. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Nisrine demande à voir des photos de son père et de son frère. On aurait aimé mourir plutôt que de subir tout ça. On aurait préféré mourir avec eux. C'est la femme de mon pauvre fils. Il venait de se marier. Il n'a jamais su qu'elle était enceinte. Ils ont été enlevés en même temps. Seul un homme du clan, son oncle, a réussi à échapper aux djihadistes. Mon frère et mon cousin ont disparu. On n'a plus de nouvelles d'une trentaine de personnes. Ce berger s'occupait de ses moutons lorsque Daesh est arrivé. Encore sous le choc, Nesrine ne souhaite pas pour l'instant témoigner sur l'enfer de sa détention. La vie de la jeune femme a basculé le 4 août 2014. Ce jour-là, les djihadistes s'emparent des terres de la communauté yazidi, le Sinjar. 600 civils sont exécutés. Des dizaines de milliers de personnes s'enfuient. Une députée yazidi appelle à l'aide. Mon peuple se fait égorger! Les hélicoptères de l'armée irakienne tentent de porter secours à cette population. Mais pour 5600 personnes, il est trop tard. L'État islamique va en faire des esclaves. Ce matin, lorsque nous retrouvons les proches de Nisrine, nous découvrons la jeune femme isolée. Elle reste murée dans son silence. Autour d'elle, plus d'une trentaine de personnes, des femmes, des enfants, sa famille.
Ensemble, ils ont dû trouver un terrain et récupérer quelques tentes pour reconstituer un environnement familial. Ils survivent comme ils peuvent, sans l'aide des ONG. Seuls quelques habitants leur offrent de quoi manger. Elle a froid. Ces femmes ont également dû accepter des métiers qui étaient auparavant réservés aux hommes. Je travaille dans un champ. Je ramasse des pommes de terre pour pouvoir subvenir aux besoins de mon enfant. Ma fille a encore besoin de couches et de lait. Elle n'a même pas 2 ans. Devant chaque tente, c'est la même histoire. Moi, 7 de mes fils, leurs femmes et mes petits-enfants sont toujours entre les mains de Daesh. Il n'y a que moi et ma belle-fille qui avons réussi à nous enfuir. Ceux qui ont réussi à échapper à l'enfer de Daesh se retrouvent souvent sans pièce d'identité. Pour en obtenir une, Nisrine doit se rendre au tribunal des Yazidis à 35 km de là. Elle va devoir raconter toute son histoire. Sa famille a dû se cotiser, payer 30 € à d'autres réfugiés un peu plus aisés pour louer 2 voitures. Une vingtaine de ses proches l'accompagnent. On a tous besoin de papiers, de cartes d'identité. Nous n'avons plus rien. En plus de délivrer des papiers officiels, cet organisme est chargé de collecter les preuves sur les crimes commis par l'État islamique envers les Yazidis, dans l'objectif de déposer une plainte devant le tribunal pénal international. Nesrine va devoir convaincre qu'elle a bien été kidnappée et violée. Dans la salle d'attente, l'ambiance est pesante. Au mur, les photos de massacres de Yazidis. Nisrine réagit pour la première fois. C'est triste. C'est mon peuple aux mains de Daesh. Exécution, exode, souffrance des rescapés, des images insoutenables. À ses côtés, sa cousine, elle aussi séquestrée par des djihadistes. Ça me rappelle les pires moments. Ça fait ressortir les blessures. C'est au tour de Nisrine. Elle va devoir témoigner devant cet officier de police. Vous êtes de quelle région? Sourani. Sourani. Oui. Et tu t'appelles comment? Nisrine. Je vais vous expliquer. Pour chaque cas, on prépare un dossier comme celui-ci, que l'on va envoyer au juge qui décidera de poursuivre la procédure. Tout ce que je vous demande, c'est de dire la vérité. La confidentialité de vos dires sera respectée. Mais face à un homme, impossible pour la jeune femme de raconter les horreurs qu'elle a subies. Elle se renferme sur elle-même. Pour la mettre en confiance, l'officier demande alors l'aide d'une collègue. Cette jeune femme voudrait commencer sa procédure. Elle a été relâchée des mains de Daesh. Il s'agit de cette fille. Elle a réussi à s'enfuir. Nous avons 5 personnes qui s'occupent des enquêtes. 3 femmes et 2 hommes. Car la plupart des femmes n'osent pas s'exprimer devant des hommes. Nisrine finira par se livrer dans l'intimité. Son récit permettra à l'enquêteur de constituer un dossier comme celui-ci. Voici le cas d'une jeune fille. Nous avons essayé de définir le lieu exact des crimes commis. Pour cela, nous utilisons des images satellites, car le territoire est toujours contrôlé par l'État islamique. L'enquêteur espère qu'un jour, tous ces documents serviront à condamner les djihadistes. En tant qu'être humain, leurs histoires me touchent beaucoup. Mais comme je suis officier, j'essaie de faire mon travail sans prendre en considération mes sentiments. Alors qu'elle attend la fin de l'audition de Nisrine, à l'extérieur du tribunal, sa cousine fait une rencontre inattendue. Cette adolescente en chemisier blanc d'à peine 16 ans partageait la même cellule qu'elle, avant qu'elles ne soient toutes les deux revendues séparément à des combattants de Daesh. Elles étaient ensemble en prison. Et c'est la première fois depuis leur libération qu'elles se revoient. J'ai revu Saada. Tu te souviens d'elle? Non, c'est qui Saada? C'est la fille qui était avec nous à Kassaba.
Ah oui, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ils nous ont emmenés toutes les deux dans un village et ils nous ont enfermés. Après 2h30 d'audition, Nisrine sort enfin, épuisée. Elle rejoint sa mère qui laisse éclater son émotion et sa colère. On nous a détruits. On a détruit les femmes. On est paralysés. On dit que les pays étrangers nous aident. Mais ici, on ne voit rien venir. La population yazidi est esclave de Daesh. Personne pense à nous. Or, nous, les yazidis, nous n'y sommes pour rien dans cette tragédie. Et on continue de nous torturer. De retour au camp, Nisrine semble plus sereine, sans doute soulagée de s'être confiée. Elle retrouve tout juste ses repères, 48 heures après sa libération. Je ne me sens pas très bien encore. Même si tu es libre? Oui. Ici, je suis mieux que chez Daesh. Mais sans mon père et mes frères, je ne suis rien. Plus en confiance, elle accepte de nous dévoiler son calvaire. Il m'obligeait à lire le Coran. Mais moi, je ne sais pas lire l'arabe. Alors il me frappait sur la tête. Je n'avais pas le choix. Quand je refusais de prier, il me frappait aussi. Et c'était pareil quand je refusais ses avances. Il me violait. Un jour, il m'a même donné un coup de poing sur le côté. C'était si violent que pendant 1 mois, je ne pouvais plus bouger. Comment on peut supporter tout ça? J'étais obligée. Je n'avais pas le choix. Et aujourd'hui, je serai encore prête à subir ça, en échange de nouvelles de mon père et de mon frère. Nisrine a été convertie de force à l'islam. Mais dans quelques jours, elle va vivre un moment exceptionnel pour retrouver sa religion yazidi. Si la jeune femme est aujourd'hui libre, c'est grâce à un homme que nous allons maintenant rencontrer. Direction Dohuk, à 30 km de là. C'est dans ce bâtiment que travaille Hussein Al-Qaïdi. Grâce à des dons privés et au financement du gouvernement du Kurdistan irakien, il organise des exfiltrations d'otages. Regardez, voici les dossiers. Chaque classeur concerne les kidnappés d'un même village ou d'une même ville. Par exemple, celui-là, c'est Gershak. Celui-là, Dohuk. Cet organisme a déjà permis de libérer 2500 esclaves yazidis. Regardez, chaque personne est répertoriée et classée par zone géographique. Ces documents sont confidentiels. Seul notre bureau a le droit de les consulter. Sur des centaines de pages sont listées les identités de 2100 otages yazidis, toujours prisonniers de Daesh. Pour libérer une seule de ces personnes, il y a un prix à payer. Selon nos informations, entre 2500 et 20 000 euros. Une question sensible. Moi, je ne vous ai jamais parlé d'argent. Mais on a l'autorisation de les libérer par tous les moyens. L'homme ne souhaite pas nous en dire plus. D'après nos calculs, 25 millions d'euros auraient ainsi atterri dans les caisses de l'État islamique uniquement par le biais de ce bureau. Chaque jour, une dizaine de familles défilent ici pour demander de l'aide. Lors de notre tournage, Daesh détenait encore 300 hommes et 767 femmes yazidis. Quant aux enfants, ils étaient 947 entre les mains de l'État islamique. Les djihadistes radicalisent tous les enfants et ils les préparent souvent de force à faire la guerre. L'État islamique est fier de ces formations. Il inonde les réseaux sociaux du monde entier avec ce genre d'images. L'organisation terroriste souhaite faire de ses enfants son armée de demain. Elle les programme à son image. Manipulation des armes, techniques d'embuscade, jusqu'à l'exécution de l'ennemi.
Ces enfants sont aussi formés à encaisser les coups, même les plus violents. Les djihadistes ont surnommé ces bambins les lionceaux de Daesh. C'est votre génération qui va conquérir Rome, si Dieu le veut. Et c'est vous qui allez propager la parole d'Allah dans le monde. Sur ces images, l'enfant accroupi à la gauche de son instructeur est âgé de 13 ans. C'est un Yazidi kidnappé il y a 9 mois à peine. Ce jeune combattant vient d'être libéré contre rançon. 4 jours après sa libération, nous l'avons retrouvé. Là, c'est moi, Araka. Pousse-toi, laisse-moi voir les images. Il vit avec sa mère et son oncle. Notre journaliste a apporté la vidéo. La famille ne l'avait jamais vue. C'est les enfants du village. Lui, c'est mon cousin. Là, c'est un ami. Et lui aussi. Ragheb a été forcé de se convertir à l'islam et tous les jours, il devait suivre un entraînement intensif, bien loin des jeux insouciants d'un enfant de son âge. On devait apprendre le Coran et les préceptes de l'islam. C'était notre programme du matin. À partir de midi et jusqu'à 5 heures, on avait un entraînement militaire. On nous a expliqué qu'à la fin de notre entraînement, on serait prêt pour faire la guerre. Notre instructeur avait toujours un bâton dans les mains. Il frappait tous ceux qui n'y arrivaient pas. On nous allongeait sur le dos pour nous marcher sur le ventre et on osait à peine dire qu'on avait mal. Et ceux qui n'étaient pas assez forts se faisaient frapper. Pendant que Ragheb était en formation militaire, sa mère et son petit frère étaient détenus dans une maison. Ils étaient les domestiques de l'émir d'Alep, Abou Aziz. Le petit, lui, ne s'entraînait pas. Il était avec l'émir du matin au soir. Il passait toute la journée dans son bureau. Liliane, le petit frère de Ragheb, n'a que 11 ans. Je faisais tout ce qu'il me demandait. Je devais garder la porte de son bureau. Je n'avais le droit de laisser rentrer que les hommes de Daesh. L'émir me demandait aussi de faire des photocopies. Il faisait aussi le thé, le ménage. C'était son esclave. On n'avait pas le choix. On ne voulait pas mourir. De cette captivité, le petit Liliane retient un épisode incroyable. Mon neveu a volé la carte mémoire de l'émir. Elle contient ses photos personnelles. Un jour, en présence de Liliane, l'émir a fait tomber par inadvertance la carte mémoire de son appareil photo. Le jeune otage a eu alors la présence d'esprit de la récupérer discrètement. Regardez, là c'est Abou Abdallah. Là c'est moi. Et là c'est Abou Soujar. Liliane fait défiler les photos personnelles de l'émir. Voici sa garde rapprochée. Sur ces documents exceptionnels, on découvre également la vie intime d'un des chefs les plus importants de l'État islamique. Comme l'entrée de ses locaux officiels. Et plus étonnant, on y voit aussi un accès secret qui, selon Liliane, mène à un tunnel creusé sous terre. Au bout, il y aurait un abri pour se protéger des bombardements. On découvre aussi la salle de cinéma de l'émir. Ici, les enfants ont le droit à des projections privées. Mais à l'affiche, uniquement des films de propagande de Daesh. Le reste du temps, l'écran est cadenassé et revêtu du drapeau du djihad. Après 9 mois passés au cœur de l'État islamique, Ragheb, l'ancien petit soldat, et son frère essaient maintenant de retrouver une vie normale. Sous le regard de leur oncle, c'est lui qui a tout fait pour les libérer. Je ne pensais pas qu'un jour j'allais les revoir, jouer au ballon avec eux. Je suis vraiment heureux de les avoir à mes côtés. Les libérations d'enfants soldats sont rares. Il n'y en aurait eu que 5. Car pour les djihadistes, les enfants assurent la pérennité de l'État islamique. Pour les séduire,
Ils organisent des tournées avec caravanes publicitaires et sonos. Et celui qui prend le micro est tout juste sorti de l'enfance. Pour l'organisation terroriste, peu importe l'âge des recrues. Lui a à peine 3 ans. Des bambins qui connaissent déjà sur le bout des doigts les slogans de Daesh. L'État islamique ne disparaîtra pas. Nous avons retrouvé l'un de ces bébés djihadistes. Dis-moi qui c'est. C'est moi. C'est toi? Il s'appelle Oussama, il a 5 ans. Le jour où les djihadistes sont arrivés, ils l'ont arraché à son père qui a reçu 2 balles dans le corps. L'homme a survécu, il a pu s'échapper. Avant même de savoir lire, les djihadistes ont appris au garçon à tirer avec une arme, une kalachnikov. Est-ce qu'on t'a appris à charger une arme? Oui, je remplissais le chargeur et après je tirais. Et tu as tiré sur des gens? Oui. Combien de fois? 20. 20? 20 fois. Oussama est resté 4 mois aux mains de ses ravisseurs, une épreuve pour son père. Je suis très content de le revoir, mais quand je recevais ce genre d'image de Syrie, je le vivais vraiment très mal. Imaginez votre enfant sur cette photo. Imaginez-vous à ma place. L'homme a pu récupérer son enfant grâce à ses contacts chez les djihadistes. Ils vivent aujourd'hui en sécurité à Dohuk, dans le Kurdistan irakien. À ce jour, 54 enfants soldats de 9 à 14 ans sont déjà morts au combat, 6 en kamikaze. Dans le centre-ville de Dohuk, nous retrouvons Ragheb, Liliane et leur oncle. C'est la première fois qu'ils sortent du camp de réfugiés depuis leur libération, il y a 5 jours. Leur oncle veut leur faire plaisir. Ça te plaît? Oui, ça ira très bien avec mon pantalon. Ça lui va très bien. L'oncle a peu de ressources, il vit de petits boulots, mais il tient à assumer son nouveau rôle de chef de famille. Comme ils viennent d'être libérés des mains de Daesh, ils n'avaient plus rien à se mettre. Je suis leur seule famille. Ils n'ont plus personne. Tiens, prends ça, c'est du 36. Le père de ses 2 enfants est porté disparu. C'est un Yazidi qui combattait aux côtés des Peshmerga kurdes. Il a été capturé lors d'un assaut des djihadistes. Il portait ça, ça et ça aussi. Il a très certainement été exécuté. Ça me rappelle les vêtements des Peshmerga, ceux de mon père. C'est la tenue que je veux porter maintenant. Touché par leur histoire, le commerçant leur offre un t-shirt. Tenez, c'est pour les enfants. C'est un cadeau. Vous êtes sûr? Oui. C'est vraiment gentil, merci beaucoup. Ragheb et Liliane ont retrouvé le sourire loin des atrocités des djihadistes. Dans la vie quotidienne chez Daesh, les moments de joie n'existent pas. Tout écart au règlement islamiste est sévèrement puni. Le sexe avant le mariage ou l'adultère sont réprimés sur la place publique. Des coups de fouet pour les hommes. Et pour les femmes, le verdict est parfois le châtiment suprême. Chez Daesh, les femmes sont considérées comme du bétail. Elles sont échangées et revendues entre combattants. Sur cette vidéo amateur, des hommes évoquent ces achats. Ce sort est d'abord réservé aux femmes yazidis. Pour ces hommes de l'État islamique, elles sont une prise de guerre dont on abuse, des actes qu'ils légitiment en s'appuyant sur le Coran.
Ils ont même défini une grille tarifaire officielle, comme l'atteste ce document estampillé Daesh. Une femme yazidi de 30 à 40 ans vaut 60 €. Presque 3 fois plus, soit 160 € pour une fillette âgée d'à peine 10 ans. L'État islamique a aussi publié un guide du viol sous forme de questions-réponses. Et les instructions sont précises. Exemple, peut-on avoir un rapport sexuel avec une esclave avant sa puberté? Oui, répondent les djihadistes. À Badré, en Irak, dans ce camp, parmi des milliers de réfugiés, nous avons rencontré une jeune femme, passée de bourreau en bourreau, échangée sans doute contre de l'argent à chaque fois. C'est cette jeune fille de 16 ans. Elle est arrivée ici il y a 1 mois. De sa vie d'avant, Ikhlas a gardé très peu de souvenirs. Comment ça va? Pour nous en parler, elle nous conduit chez son oncle. Elle, c'est ma cousine. Et lui, c'est mon oncle. Vous voulez entrer? Suivez-moi. Avant l'arrivée de l'État islamique en territoire yazidi, la famille d'Ikhlas vivait librement ses traditions. Sur ces images, Ikhlas a les cheveux décolorés et porte une petite robe sexy. C'était lors d'une fête avec ses proches, quelques semaines avant qu'elle ne soit kidnappée par des hommes de Daesh. On s'amusait bien avant Daesh. À l'époque, on était tous très heureux. Mais aujourd'hui, on est en deuil. Car beaucoup sont morts ou entre les mains de Daesh. Je suis à la fois malheureuse et heureuse de revoir ces images. Toutes les filles qui apparaissent sur cette vidéo sont aujourd'hui esclaves des djihadistes. Là, c'est la sœur d'Ikhlas. Elle est toujours entre les mains de Daesh. Lors de l'attaque des terroristes, les jeunes hommes du village ont été fusillés et jetés dans une fosse commune. Seuls 6 d'entre eux ont survécu. Ils ont fait semblant d'être morts sous les cadavres. Les balles ne les ont pas atteints. Quand les hommes de Daesh se sont éloignés, ils ont pu s'enfuir. De la famille d'Ikhlas, il ne reste aujourd'hui pas grand monde. Sur 40 personnes de notre famille, il n'en reste plus qu'une dizaine. Dans mon village, ils ont tué 22 personnes et 70 ont été enlevées. Certaines sont aujourd'hui en Syrie, d'autres en Irak. Nous n'avons plus rien, plus de vie. Ikhlas a récemment quitté le camp de réfugiés. Elle habite maintenant à 3 km dans ce village où un riche promoteur de leur communauté lui a prêté cette maison qu'elle doit partager avec 3 autres familles. La jeune femme vit dans cette petite pièce avec un autre oncle, sa mère et sa cousine. C'est grâce à eux qu'elle parvient à tenir après tout ce qu'elle a vécu. Premièrement, il m'obligeait à faire la prière musulmane. Deuxièmement, vous savez ce que c'est. Il me violait. Et il me disait aussi d'oublier ma famille. J'étais comme une marionnette, et si je résistais, il me disait qu'il me revendrait à pire que lui. J'aimerais que les autres filles puissent se sauver de Daesh. Ikhlas ne souhaite pas en dire plus. Les détails les plus sordides de sa détention, elle les réserve à son journal intime. Est-ce que tu peux nous lire un passage? Non, je ne préfère pas. C'est pour plus tard. J'aimerais qu'un jour, le monde entier puisse savoir ce que les hommes de Daesh nous ont fait subir. Et qu'on ne l'oublie jamais. Ikhlas a été libérée il y a seulement 1 mois. Elle est encore sous le choc et peine à se reconstruire. Mon histoire me fait tellement mal que j'écris pour ne pas devenir folle, pour ne pas penser au suicide. Je dois me battre pour ne pas passer à l'acte. Depuis sa libération, Ikhlas perd régulièrement connaissance. Cet après-midi, elle a rendez-vous à l'hôpital de Dohuk. Son frère est là pour la soutenir. Il est très inquiet.
Son médecin va lui faire passer une IRM. Alors Irlas, tu n'as pas de bijoux, de pacemaker? Ok, c'est bon, tu peux y aller. Pendant sa détention, la jeune femme tentait parfois de résister aux agressions de son bourreau. Le djihadiste n'hésitait pas alors à la punir à coups de crosse sur la tête. Son frère imagine le pire. Tant que je n'aurai pas les résultats, je ne serai pas rassuré. Imaginez qu'on lui trouve un hématome. Les gens de Daesh sont des animaux. Comment peut-on faire ça à une jeune fille si on n'est pas un sauvage? Le frère d'Irlas ne lâche pas l'écran des yeux, impatient de connaître les résultats du scanner. Je suis un simple technicien. C'est le radiologue qui vous donnera les résultats. Et le verdict du médecin ne tarde pas à tomber. Tu as juste un petit hématome, rien de très grave. Ça a l'air d'aller. Oui, ça va. Je pensais vraiment qu'elle avait un gros problème. Mais heureusement, ce n'est rien d'important. Irlas est rassurée. Dans quelques semaines, elle s'envolera pour l'étranger. Une ONG va la prendre en charge et lui offrir un suivi psychologique. Nous avons décidé de nous rendre dans le village d'origine d'Irlas, sur les terres des Yazidis au contact de Daesh. Là où a eu lieu le massacre de sa communauté, la province du Sinjar, à 300 km de Dohuk. Il y a un an, après l'exode de 200 000 Yazidis, Vianne Dakhil, l'unique député yazidi du Parlement irakien, interpellait le président de l'époque, Nouri el-Maliki. Elle demandait de l'aide pour les siens restés sur place. Monsieur le Président, mon peuple est en train de se faire égorger, comme les Irakiens. Nos femmes sont massacrées et sont vendues sur les marchés. Monsieur le Président, on a égorgé 500 Yazidis. Aujourd'hui, en Irak, la moitié du territoire yazidi est entre les mains des djihadistes. Une poignée de femmes yazidis courageuses ont pris les armes pour stopper leur progression. Après plusieurs mois de négociations, nous avons obtenu l'autorisation de rencontrer ces femmes. Pour ce voyage, nous serons escortés par les soldats kurdes. La région est martyrisée. Le sang des martyrs coule toujours sur cette terre. Il y en a eu tellement que le cimetière est saturé. Maintenant, il n'y a plus de place pour nos morts au Kurdistan. Sur la route, des dizaines de voitures calcinées et des effets personnels abandonnés par les Yazidis dans leur fuite. Nous découvrons aussi plusieurs villages totalement déserts. À l'approche de la ligne de front, nous devons poursuivre à pied. En chemin, nous croisons un poste de combat kurde. En contrebas, voici Sinjar, la capitale des Yazidis. L'État islamique contrôle la moitié des bâtiments. Les Peshmerga ont réussi à récupérer une partie du territoire de Daesh. Pour repousser les djihadistes, la ville, abandonnée par les civils, est quotidiennement bombardée par les avions de la coalition. Profitant d'une accalmie, nous décidons de rejoindre les combattants yazidis par ce corridor creusé par les soldats kurdes. Nous essayons de maintenir le lien avec les soldats au front. C'est aussi grâce à ce chemin qu'on arrive à récupérer nos blessés. La ville est en ruine. 300 000 Yazidis habitaient ici avant la guerre. Les familles qui vivaient ici sont dispersées aujourd'hui. Les hommes de Daesh ont occupé les lieux pendant plusieurs mois. Ils ont tout saccagé. Regardez, voilà ce qui reste du passage de ces sauvages.
Nous progressons avec prudence. Les hommes de Daesh sont à moins de 100 mètres. Cette partie est sous notre contrôle. Et tout le long de cette ligne, c'est la frontière qui nous sépare. Pour échapper aux tirs des snipers, nous nous mettons à l'abri. C'est ici, directement au contact des terroristes, que nous rencontrons un premier groupe de combattantes yazidis. Les djihadistes sont là-bas, dans la Maison Rouge. Ces femmes, que Daesh a l'habitude de martyriser, sont ici en première ligne, face à eux. Au milieu des ruines, elles tiennent ce poste d'observation avancé. Elles y montent la garde 24 heures sur 24 et ripostent en cas d'attaque. C'est là où je passe mon temps. Vous êtes à combien de Daesh d'ici? Ils sont à peine à une vingtaine de mètres. Et parfois, ils se faufilent jusqu'à la maison d'en face. On peut l'apercevoir d'ici. C'est la maison détruite. Vous avez pas peur? Mais non, on n'a pas peur. Sinon, on ne serait pas là. Vous voulez que je sois franche? Si j'étais comme une femme européenne, installée tranquillement sur mon canapé, je ne pourrais pas obtenir ce que je veux. Ici, dans ces montagnes, je dois me battre pour rester libre. Grâce au talkie-walkie, les combattantes écoutent régulièrement les conversations de leurs ennemis. Poste 14, poste 14. Abou Hamza, tu es là? Tu es là? Oui, je te reçois. Ça capte mal. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez la voix de votre ennemi? Que voulez-vous que je vous dise? C'est insupportable. J'ai la haine quand je les entends parler. Ces femmes yazidis ont affiché au mur les portraits des leurs, décédés en opération. Ce sont nos martyrs du Kurdistan syrien. Elles se sont sacrifiées pour nous en Syrie. Toutes ces femmes sont mortes au combat contre Daesh. Ces combattantes ont fait le choix de laisser leur vie privée de côté pour stopper les djihadistes. La vie, les enfants, l'argent, l'amour, le mariage, tout ça ne nous intéresse pas. Dans ces montagnes, tout peut arriver. Mais moi, je suis prête à mourir. Ces femmes yazidis ne reçoivent pas de solde. Regardez les cuistots. Oui, c'est les garçons qui cuisinent aujourd'hui. À 19 ans, Beyan est la benjamine du groupe. Elle n'est pas venue au front par hasard. Elle est née dans cette ville et sa famille est toujours prisonnière de l'État islamique. J'aurais pu moi aussi être aux mains de Daesh. C'est pour ça que je combats au Sinjar. Les combats sont très difficiles et même douloureux. Mais je n'ai pas le choix. C'est mon devoir de défendre ma terre. Entre deux missions, dans une pièce à côté, Beyan et ses camarades se sont aménagés un petit salon. C'est ici qu'elles essaient de se reposer. Mais le répit n'est jamais bien long. Ils tirent à l'aveugle. Ils espèrent nous avoir. C'est dangereux? Non. Non, on n'a pas peur. Beyan est décidé à se battre jusqu'à la libération de sa ville. Des combats viennent d'éclater à quelques rues d'ici. Nous suivons les soldats. Ils tirent avec des armes lourdes. Une unité de Peshmerga se prépare à riposter. C'est bien eux qui tirent? Oui, ça recommence. Leur chef vérifie l'état du stock de munitions avant l'attaque. Vise le milieu et fais attention à ta tête. Monte un peu encore, encore. Bravo. Mais descends vite, il y a des snipers.
Pour riposter, Daesh utilise des tireurs d'élite postés dans ses bâtiments, et ils peuvent être d'une précision redoutable. Elle t'a touché? J'ai eu très peur pour toi. On a failli m'avoir. Mais la balle a touché quoi alors? Ce combattant l'a échappé belle. C'est son arme qui a stoppé la balle. C'est ici, putain de terroriste. Mais le canon de ton arme était trop visible. Non, j'étais bien posté. Comment veux-tu que je tire si je ne le sors pas? 2 petits centimètres seulement l'ont séparé de la mort. Ils ont bien failli t'avoir. Ouais, c'est sûr. Ce putain de sniper a super bien visé. Content d'être toujours en vie, il défie les djihadistes. De l'autre côté, chez Daesh, c'est l'heure de la prière. Le combattant parodie l'appel du muezzin. En un an, ces combats au Sinjar ont fait 645 victimes. 600 d'entre elles, la grande majorité, sont des civils. Nous retrouvons Nisrine. Souvenez-vous, la jeune Yazidi de 24 ans, libérée 2 jours plus tôt. C'est un grand jour pour elle. Lorsqu'elle a été capturée il y a 9 mois, ses geôliers qui ont abusé d'elle l'ont obligée à se convertir à l'islam. Mais ce matin, elle va retrouver sa religion et purifier son âme. Sa famille l'a conduit à 40 km du camp, sur la terre sacrée des Yazidis, pour une cérémonie spéciale réservée aux anciens esclaves de Daesh. Un rituel qui n'a jamais été filmé par une télévision étrangère. Dès l'entrée du lieu de culte, tous les Yazidis doivent se déplacer pieds nus pour être en communion avec la nature. Le rituel commence par 3 petits allers-retours, presque au pas de course, sur ce pont, et par des baisers aux piliers de l'entrée. Soutenue par sa mère, Nisrine doit ensuite rencontrer Babachir, le guide, le pape des Yazidis. Priez pour nous, s'il vous plaît. Nous souffrons beaucoup. Que Dieu vous protège et réponde à vos prières. Priez pour ma fille aussi. Que Dieu vous pardonne de vos péchés. Merci. Nisrine demande la bénédiction de Babachir. À l'intérieur du temple, des dizaines de femmes sont dans la même situation qu'elle. Un drame pour Eido, le fils du chef religieux. Ces femmes sont nos sœurs et nos filles. Elles ont été maltraitées, kidnappées et violées. À leur libération, elles doivent retrouver la place qu'elles avaient au sein de la famille et de la communauté. Notre guide, Babachir, a déclaré qu'il ne pardonnera pas à tous ceux qui les blessent et qui les excluent. Personne n'a le droit de leur faire des reproches. Un message fort, une position politique à l'opposé de certaines coutumes qui permet à ces femmes meurtries de réintégrer leur famille sans être ni reniées, ni tuées pour laver la honte. Dans un petit sanctuaire à l'écart, entouré de sa famille, Nisrine va maintenant retrouver sa religion yazidi. Soyez la bienvenue, ma fille, que Dieu vous protège. Pour la 2e fois de sa vie, elle va être baptisée. Vous ne pouvez pas entrer, c'est un péché. Seuls les Yazidis ont accès à cette source sacrée. Que les dieux soient avec vous, que Dieu pardonne vos péchés.
Désormais, Nisrine, aux yeux de sa communauté, n'est plus musulmane. La jeune femme est maintenant de nouveau autorisée à pratiquer son culte. Elle se dirige vers une autre salle du temple. À son entrée, un serpent noir, le symbole de la sagesse des Yazidis. À l'intérieur, des dizaines de tissus aux couleurs de l'arc-en-ciel. Chaque couleur représente un ange. Les pèlerins y nouent une étoffe tout en formulant un vœu. Nesrine prie pour ceux qui sont toujours otages. Je souhaite que le grand Dieu, le beau Dieu, protège tout le peuple yazidi. J'aimerais que nous puissions retrouver notre vie d'avant et que tous les prisonniers soient libérés des mains de ces mécréants. C'est mon vœu dans ce lieu sacré. Nisrine a du mal à se défaire de l'emprise de son bourreau. Elle continue de porter le foulard noir qui lui était imposé il y a 2 jours encore. Je ne suis pas heureuse. Je ne me vois pas encore l'enlever, revenir à ma vie d'avant. Chez Daesh, on nous frappait. Ils nous disaient que ça ne se faisait pas de ne pas porter le voile. On devait même se cacher le visage et porter une tenue noire. Et maintenant que vous êtes libre, pourquoi vous ne l'enlevez pas? Pendant 9 mois, j'étais comme ça. Je m'y suis habituée. Je n'y arrive pas encore. Le port de ce voile noir agace d'autres Yazidis présents au temple. Enlève-le, il faut qu'elle l'enlève. Qu'est-ce qui se passe? Elle porte le foulard comme les musulmanes. Mais pour Nisrine, c'est encore trop tôt. Ses proches craquent chacun à leur tour. Malgré le nouveau baptême et le soutien des familles, il est difficile pour ces jeunes femmes de tourner la page en restant au pays. Pour leur venir en aide, une ONG leur offre un nouveau départ, direction l'Allemagne. C'est dans une petite ville de province, près de Stuttgart, que nous avons retrouvé Irlas, il y a une semaine à peine. La jeune femme de 16 ans, ancienne esclave sexuelle de Daesh, commence ici sa 2e vie. Arrivée ici il y a 2 mois à peine, Irlas a trouvé dans la communauté yazidi locale de nouveaux amis comme Medina. Viens voir. Regarde comme c'est joli. Tu trouves? Non, je préfère le noir. Arrête un peu avec le noir. Je sais, mais c'est à l'image de ma vie. Et le vert, il te plaît? Non. Mais t'es toujours habillée en noir. Ce genre de vêtements, manches courtes, était interdit. À celles qui en portaient, ils pouvaient leur couper les bras. Il fallait porter des vêtements longs. Le cœur des hommes de Daesh est encore plus noir que ces t-shirts. Pour surmonter son calvaire, Irlas bénéficie d'un suivi psychologique hebdomadaire. Elle est aussi en train d'apprendre l'allemand. Répète après moi, Irlas. 2, 3, 4... 21, 23. Elle est comme ma sœur. Elle fait partie de la famille maintenant. Je l'aime beaucoup. Je l'adore. C'est quelqu'un de très bien. Elle est super, Irlas. La jeune femme rêve maintenant de reprendre le chemin de l'école. Son désir le plus cher, poursuivre un jour ses bourreaux devant la justice. Dans le futur, je veux devenir avocate pour punir Daesh. Les actes qu'ils ont commis sont très graves. J'ai envie de les punir de mes propres mains. Ce qu'ils nous font, c'est pire que des crimes. Ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des sauvages. Ils n'ont pas de cœur. Irlas est en Allemagne avec sa mère et ni l'une ni l'autre n'imagine un instant de retourner un jour sur les terres yazidis.
Regarde, ça c'est moi, ça c'est toi, et là c'est la petite. Moi, je suis lequel? Non, je préfère celui-là. Il a des reflets bleus. En 4 mois, l'ONG qui a aidé Irlas a déjà accueilli 260 jeunes femmes en Allemagne. Elle voudrait en recevoir 800 de plus d'ici la fin de l'année.